Ce module aborde les barrières et les facilitants à l'utilisation des outils d'aide à la décision. Le développement de cette formation a été financé par la composante Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, l'application des connaissances et la mise en œuvre de l'unité de soutien SRAP du Québec. L'agence subventionnaire, les auteurs et leurs organisations affiliées n'ont pas d'intérêt en jeu dans les pratiques adoptées par les apprenants et apprenantes pour choisir ou concevoir des outils d'aide à la décision suite à cette formation. À la fin de ce module, vous serez en mesure de nommer les barrières et les facilitants à l'utilisation des outils d'aide à la décision. Selon la théorie des mécanismes du changement planifié, décrite dans le modèle d'utilisation de la recherche d'Ottawa, plusieurs types de facteurs déterminent l'adoption d'un comportement, incluant la nature de l'innovation, ici l'outil d'aide à la décision, les adopteurs et adopteuses potentiels, et le contexte. Le présent module décrira uniquement les déterminants relatifs aux adopteurs et adopteuses et au contexte, puisque les déterminants relatifs aux outils d'aide à la décision sont déjà décrits dans plusieurs des modules de la section 2 de la présente formation. Nous allons maintenant décrire les déterminants de l'utilisation des outils d'aide à la décision au niveau de deux types d'adopteurs et adopteuses, soit les professionnels de santé, les patients et les patientes. Voici quelques barrières pouvant être rapportées par les professionnels de la santé lors de l'utilisation des outils d'aide à la décision. Une méfiance envers le contenu des outils, une remise en question des bases scientifiques qui les sous-tendent, la croyance selon laquelle les outils ne sont pas adaptés à la population locale, la présomption que les patients et patientes préfèrent ne pas prendre part au processus décisionnel, une certaine indifférence envers le processus de prise de décision partagée, la perception qu'il n'est pas de leur rôle de diriger les patients et patientes vers les outils, une incertitude quant à la valeur ajoutée de l'outil, la crainte de voir leur flux de travail perturbé ou la crainte de manquer de temps, et finalement, plusieurs professionnels de la santé soutiennent que le fait de proposer des options ne fait pas partie de ce qu'ils préconisent comme étant les meilleures pratiques. Pour tenter de limiter ces barrières et faciliter l'utilisation des outils d'aide à la décision par les professionnels, on recommande de leur offrir une formation sur l'utilisation de la prise de décision partagée et sur les outils. Ce type de formation peut rassurer les professionnels sur la qualité des outils et augmenter leur confiance, de même que leur capacité à les utiliser. L'identification d'un ou d'une leader dans le milieu clinique, une personne familière avec les outils ou avec l'approche de prise de décision partagée, pourrait aussi permettre de limiter plusieurs de ces barrières. Les barrières et les facilitants rapportés par les patients et patientes quant à leur implication dans un processus de décision partagée ont été décrits dans une revue de littérature de Joseph Williams, Elwin et Edward datant de 2014. Cette revue regroupe les données de 44 études menées dans 15 différents pays. La plupart de ces études ont été publiées entre 2005 et 2012. Dans cette revue, on décrit les barrières et les facilitants rapportés par les patients et les patientes quant à l'adoption d'un processus de décision partagée. On y retrouve notamment la peur de ne pas saisir ce qui est attendu d'eux, la perception que leur opinion n'a pas de valeur pour les professionnels représente une barrière, alors que la perception que leur opinion est valorisée représente un facilitant. Notez que les barrières sont indiquées en rouge et les facilitants en vert. La confiance envers le ou la professionnelle est un facilitant, alors que la méfiance envers lui ou elle est une barrière. La présence d'une relation de pouvoir ou une relation égalitaire entre le patient et le professionnel, l'impression que le clinicien ou la clinicienne est trop occupé pour entamer un processus de décision partagée et ainsi ne pas vouloir le ou la déranger, l'impression que le temps qui est alloué est insuffisant pour s'engager dans le processus, le fait d'avoir plusieurs professionnels impliqués dans les soins représente aussi un frein pour les patients et patientes. Les patients rapportent aussi d'autres facilitants ou limitants quant à l'adoption de la prise de décision partagée et les outils d'aide à la décision, tels le fait d'être en mauvaise ou en bonne santé, la présence ou l'absence de déficience cognitive, la nature et la sévérité du problème de santé, les préférences des patients et patientes, soit ceux qui souhaitent participer ou ne pas participer au processus de décision partagée,
le niveau d'éducation élevé ou faible, le fait d'avoir déjà été exposé à la maladie auparavant, et s'il s'agit d'un sujet sensible ou embarrassant. Après cette révision des déterminants de l'utilisation des outils d'aide à la décision au niveau des adopteurs et des adopteuses, nous allons maintenant décrire les déterminants au niveau du contexte. Certaines considérations contextuelles peuvent effectivement représenter des barrières ou des facilitants à l'utilisation d'outils d'aide à la décision. Parmi les barrières, notons que les modèles de distribution des outils nécessitant l'intervention de cliniciens et de cliniciennes limitent leur utilisation. Pour remédier à cette difficulté, certains groupes ont utilisé avec succès des étudiants et étudiantes en médecine qui avaient pour mission de revoir les outils avec les patients et les patientes avant les rencontres cliniques, des mécanismes pour identifier systématiquement les patients et patientes ciblés et les encourager à utiliser les outils d'aide à la décision avant les consultations cliniques. Cela représente aussi une solution intéressante si elle ne demande aucun effort de la part des équipes cliniques. Toutefois, une telle implantation systématique requiert une identification en amont des patients et patientes cibles. Cette identification peut entraîner des problèmes de logistique, nécessiter davantage de ressources ou ne pas être applicable lorsque les patients et patientes ne consultent pas pour une problématique de santé définie, puisqu'il n'est alors pas possible d'identifier leurs besoins décisionnels avant la rencontre clinique. De plus, même en soins de deuxième ou de troisième ligne, lorsque l'on connaît la raison de consultation, cela peut être un défi de mettre en place un mécanisme pour remettre l'outil d'aide à la décision avant la consultation, car les opportunités sont souvent limitées. La réticence des professionnels à utiliser les outils d'aide à la décision semble être plus profonde qu'une simple résistance générale au changement. Dans une perspective de recherche, il serait pertinent d'investiguer davantage les facteurs sous-jacents à ces barrières. Il y a déjà de nombreuses études sur les barrières et facilitants. Les chercheurs et chercheuses doivent donc maintenant conduire des projets de recherche qui débordent de ce cadre d'études. De plus, les futurs rapports d'études d'implantation des outils d'aide à la décision pourraient être améliorés en suivant les propositions Square, par exemple.